Bonjour, ici Chantal Lavoie, de retour à Aime l'été en ce mardi 9 juillet. J'espère que votre semaine a bien commencé et je vous souhaite surtout de bien la poursuivre, que vous soyez en vacances ou non. On essaie de tirer profit de chaque moment pour se détendre, se divertir, se faire plaisir. Alors, je vous invite à partager la prochaine heure avec nos invités qui auront beaucoup de choses à dire et à raconter. On se promène dans nos régions, on revisite des lieux qui nous font voyager dans le temps, on va à la rencontre d'artistes qui transforment leur village, on va s'intéresser au pouvoir de la musique sur le cerveau et sur les capacités d'apprentissage des enfants. Et malgré une déficience intellectuelle légère, on peut quand même devenir entrepreneur. On va discuter de tout cela à Aime l'été. Et aujourd'hui, à Aime l'été, on redécouvre le village québécois d'antan sous un nouveau jour. On a renouvelé l'expérience grâce à Moment Factory. On va en parler avec Geneviève Legault, directrice générale. Jonathan Bolduc est enseignant et chercheur à l'Université Laval. Son champ d'action, c'est la musique et ses effets sur le cerveau. La musique qui stimule les habiletés utiles à l'apprentissage, c'est une sommité dans ce domaine. On l'accueille dans la deuxième moitié d'heure. Et l'accès à l'emploi est difficile pour certains. François-Joseph Tastar, qui a une déficience intellectuelle légère, a réglé le problème malgré de nombreux défis. Il est devenu entrepreneur en créant les saveurs de bonheur. On en saura davantage là-dessus, mais on ouvre l'émission avec une artiste, danseuse et chorégraphe qui a transformé un village de la Haute-Gaspésie, notamment en créant un festival de danse contemporaine. On accueille dans un instant Priscilla Guy, qui a remporté un prix du Conseil des arts et des lettres du Québec. Bienvenue à Aime l'été. Bonjour à Aime l'été. Bonjour à Nathalie Barrette. Bonjour. Tu vas bien? Mais oui, tout à fait. Oui. Alors, on va rencontrer dans un instant celle qui fait danser Marsouis. C'est un village de la Haute-Gaspésie qu'on ne connaît pas, mais elle va nous faire... Je pense qu'elle-même ne connaissait pas le village avant d'aménager là-bas. Mais enfin, elle va nous parler d'un beau festival, mais de plein de choses. Mais aussi, elle s'est rendue compte qu'on faisait de la danse en ligne là-bas. Est-ce que tu fais ça, toi, de la danse en ligne? Pas du tout. J'ai rien contre, mais bon. Mais c'est pas simple, apparemment. Non, bon, c'est pas simple, mais c'est génial. On l'a à l'autre bout du fil. Bonjour, Priscilla Guy. Alors, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Bonjour à vous. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on parlait de danse en ligne, c'est parce que vous disiez vous-même que c'est pas si simple que ça. En effet, ça demande quand même une bonne coordination, puis un peu d'entrain, puis il faut pouvoir suivre le rythme. C'est ça, parce qu'apparemment, il y a de bons danseurs à Marsouis. Alors, on va raconter votre histoire parce que c'est un peu drôle, parce que vous cherchiez un endroit où vous établir. Alors, vous étiez à la recherche d'une maison, quoi, et vous avez découvert le village de Marsouis de cette façon-là. Oui, c'est vrai, un peu par hasard. Comme artiste, j'ai souvent bénéficié de résidences d'artistes dans des contextes ruraux, puis je trouve que c'est vraiment des endroits très inspirants pour la création. Donc, je cherchais un endroit de ce type, en nature, un peu isolé du brouhaha des grandes villes pour pouvoir m'offrir à moi-même des résidences de création, mais aussi mettre à disposition ce lieu-là pour d'autres artistes. C'est ça, puis vous êtes tombé dans une bonne talle parce que vous aviez une mairesse qui était vraiment elle-même une artiste. C'est une autrice. Oui, tout à fait. La mairesse Renée Gasse de Marsouis, femme de théâtre, donc à la fois autrice, comédienne. Et puis, j'ai eu l'occasion à Marsouis même là, de voir des pièces de théâtre qu'elle a montées avec la directrice générale de la ville, Anne Soyer, qui, elle, est metteuse en scène, également autrice et comédienne. Donc, je suis tombée dans un village où la culture était déjà très vivante. Il y avait le Festival des arts marsois qui battait son plein depuis 10 ans au village. Donc, et puis, comme vous le disiez, la danse en ligne avec Sœur Annette, Lorraine Garneau et Christine Levert. Donc, beaucoup des femmes qui mènent la culture à Marsouis, il faut dire. Oui, c'est ça, beaucoup. Les femmes sont très actives de ce côté-là. Alors, donc, un bon terreau fertile. Alors, vous êtes dans le domaine de la danse contemporaine, mais vous êtes aussi performeuse, cinéaste. Enfin, il n'y a rien que vous ne faites pas. Finalement, vous êtes entrepreneur à votre façon parce que vous avez créé un festival, d'ailleurs, qui va commencer, c'est entre le 25 et le 28 juillet, le festival Fury, festival de danse contemporaine.
Oui, tout à fait. Ben, tous ces beaux projets, en fait, sont soutenus sous un même chapeau, si on veut, avec un organisme à but non lucratif qui est un organisme culturel qui s'appelle Mandoline Hybride, Mhm. Que que vous j'ai avez fondé. fondé, Ouais. oui, il y a maintenant 17 ans. Et puis, ben, cet organisme-là, dans le fond, c'est l'entité qui soutient tous les projets qu'on fait, comme vous l'avez nommé, Festival de danse contemporaine à Marsuis. On a aussi un café-librairie qu'on a ouvert au village, des résidences d'artistes, des projets aussi sur le web de danse à l'écran. Donc, on essaie vraiment d'explorer et de partager la danse à travers différentes formes, différents médias artistiques. Oui, c'est ça. Vous avez fait plus de 200 représentations de danse in situ. Alors ça, c'est vraiment bon, dans des lieux naturels, si on veut. Bon, alors, puis même votre chez vous, c'est-à-dire que l'endroit où vous habitez, finalement, est devenu pratiquement un centre culturel en soi. Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines dans l'année où on accueille des performances, des résidences, des activités culturelles liées à l'organisme Mandoline Hybride. Puis il y a aussi des semaines où c'est beaucoup plus tranquille, puis c'est mon petit nid douillet. Oui, c'est ça, parce que, bon, c'est bien beau, on a plein de projets, mais il faut bien s'asseoir puis réfléchir. Puis si on danse, ben, vous êtes chorégraphe, alors j'imagine que vous consacrez pas mal de temps à cela aussi. Mais en fait, vous êtes tellement un phénomène aussi que vous avez remporté le prix artiste de l'année en Gaspésie. Ça, en fait, c'est un prix qu'on vous a décerné en 2024, hein, je crois. Oui, oui, tout récemment. Puis c'est vrai que c'est un prix qui me fait particulièrement chaud au cœur parce que les prix du calque, comme celui-là, de artiste de l'année, ça s'adresse à toutes les disciplines artistiques, donc autant en danse, en musique, en chanson. Et il y a moins d'artistes de danse qui gagnent ce genre de prix parce que la danse est un petit peu moins développée dans les régions du Québec. Donc chaque fois qu'on peut mettre la danse en valeur, moi, ça me fait toujours très plaisir. C'est ça. Et puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, ça se veut très inclusif. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas tout le monde là, qui est initié à la danse ou à quelque forme d'art que ce soit, mais ben, finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben, vous invitez les gens à y aller et puis à vos prestations ou enfin vos événements. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment, il y a personne qui se sent, comment dire, exclu. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on tente de créer, puis aussi de peut-être changer le paradigme, comment on rentre en connexion avec l'art. Parfois, c'est dans une optique de consommation. J'achète un billet de spectacle et je vais voir un spectacle et je veux en avoir pour mon argent. Mais il y a une autre manière qu'on peut aborder l'expérience artistique qui est plutôt d'aller à la découverte des sens, d'aller se confronter à des idées avec lesquelles on sera peut-être d'accord ou pas, des idées qui vont nous toucher ou nous laisser indifférents, mais qui vont toujours générer un dialogue. Parce que l'art, c'est communiquer entre les idées d'un ou une artiste et le public. Donc, on essaie un peu de changer la logique de consommation d'un produit artistique puis d'être plus dans l'expérience. Et puis, quand on est dans l'expérience, ben, on peut apprécier un spectacle même si on n'a pas aimé la performance. On peut apprécier ce que ça nous a confronté, comment ça nous a confronté, ce que ça nous a fait penser. Donc, c'est un peu la manière dont on approche Ouais. la danse, l'art et la création. Parce que parfois, il y a des bonnes raisons aussi de ne pas aimer ça. Ça peut nous confronter. Enfin, il y a des choses qui peuvent nous déranger, mais c'est bien aussi de le ressentir et puis de l'exprimer en même temps, d'en prendre conscience. Mais bon, comme disait la mairesse Renée Gasse, c'est quand même surprenant, enfin, tout ce que vous avez fait. Et puis, elle-même était surprise quand on pense à toute cette réunion de gens, bon, de Marsouis qui étaient réunis en bord de mer, là. D'abord, on situe ça, c'est à 25 minutes de route de Sainte-Anne-des-Monts en passant, hein? Oui, exactement. Un petit peu à l'est de Sainte-Anne-des-Monts, environ 1 heure et quart à l'est de Matane, pour situer les gens. Alors, c'est ça. Donc, c'est un décor aussi intéressant. D'ailleurs, il n'y a rien que vous aimez plus de vous mouler, comme vous en parliez un petit peu tantôt, là, de vous mouler ben, à la fois au paysage, au lieu, puis de se produire dans un lieu différent, inusité, qui n'est pas nécessairement sur une scène traditionnelle. C'est aussi intéressant. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'à Fury, on a des spectacles en salle dans des formats plus traditionnels, mais on a énormément de spectacles qui prennent vie dans des espaces qui sont très familiers pour les gens du village, que ce soit la plage, le pit de sable, une chapelle, un bord de rivière. Donc, quand on rencontre la danse dans des endroits de notre quotidien, des endroits qu'on connaît, ça nous fait voir ces lieux-là différemment et ça nous permet parfois aussi d'entrer en contact un peu plus aisément
avec l'art chorégraphique parce qu'on y retrouve des souvenirs qui nous sont propres. Donc, c'est un peu ça qui est spécial avec l'art in situ, qui s'intègre dans des lieux spécifiques. C'est que la création de l'artiste va vraiment amener une couche de compréhension supplémentaire dans le lieu où elle est présentée. Ouais, c'est très inspirant. Nathalie a une question pour vous. Oui, Priscilla, vous êtes à Marsouis depuis combien d'années, en fait? Parce que j'ai l'impression que depuis que vous y êtes, l'art est omniprésent. Je n'avais jamais entendu parler de Marsouis avant d'entendre parler de vous. Ben, écoutez, c'est sûr que ce qui est intéressant quand on a des artistes professionnels ou des organismes culturels qui s'installent dans des petits villages, nous, ça fait 6 ans qu'on est à Marsouis. Nous, on est des professionnels de l'art, mais on est aussi des professionnels de la communication, de la planification budgétaire, de l'organisation communautaire. Donc, c'est certain qu'on a davantage de ressources pour rendre visible, faire parler de Marsouis. Donc, le travail qu'on fait au niveau des relations médias, au niveau des communications avec des sites web, avec des campagnes publicitaires, ça fait en sorte qu'on parle de Marsouis davantage parce que parfois une municipalité n'a pas nécessairement une équipe de communication là, pour mettre en valeur son village. Donc ça, c'est comme, disons, des effets collatéraux positifs de la présence d'artistes dans des petits milieux. C'est que nous, on peut, en faisant valoir notre art et nos activités, bien, on fait valoir aussi des coins de pays qui sont peut-être moins connus. Exactement. Alors, évidemment, il y a plein de choses. C'est sûr que ça va amener aussi, quand même, le village doit aussi évoluer dans le sens que, bon, a priori, on accueille un festival, là, le festival Fury qui s'en vient avec des professionnels. Il va y avoir quand même, je pense, 75 professionnels du spectacle qui va se réunir à Marsouis, justement, pour ce festival-là. Donc, il y aura pas mal de monde, mais c'est drôle, dont la compagnie Marie Chouinard aussi qui sera là, présent pour présenter un spectacle. Oui, tout à fait. Puis les artistes du festival, en fait, le festival se passe dans 10 lieux différents de la Haute-Gaspésie. Donc, il y a un chœur qui se passe à Marsouis, mais on a des performances à Tourelle, à Sainte-Anne-des-Monts, à Cap-au-Nord, chez des lieux partenaires. Donc, c'est vraiment... autant on pratique la danse in situ, mais le festival aussi est pensé dans un esprit in situ. Donc, on n'arrive pas avec des gros chapiteaux, des installations qui viennent apparaître dans les lieux et ensuite disparaître. Le festival s'insère là où il y a déjà des espaces. Et donc, c'est une autre manière d'explorer l'expérience Fury. Et c'est peut-être un petit peu moins bousculant pour les gens de la région parce que justement, ils ne voient pas comme des champignons pousser un ensemble d'installations gigantesques qui vont ensuite disparaître. On s'insère dans le tissu social. Ouais. Par contre, il n'y a pas nécessairement d'endroit pour loger ou des choses comme ça encore. C'est-à-dire que les infrastructures, évidemment, ça amène aussi toute la problématique. Il y avait déjà des initiatives. Il y avait un resto, par exemple, mais on doit, là, la municipalité réfléchit à l'idée de relancer, resto. Il y a un cabaret féministe au village aussi. En fait, il y a un petit café quand même sympathique. Alors, il y a des lieux de rassemblement déjà, mais je pense que peut-être que ça va... En fait, il va y avoir d'autres infrastructures à ce niveau-là. Le tourisme va peut-être se évoluer un petit peu grâce à vous, en quelque sorte. Oui, parfois, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faut d'abord des installations pour permettre des activités ou d'abord des activités pour encourager à créer des installations? Ça va dans les deux sens, je dirais. Mais c'est certain que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent faire l'expérience de la Haute-Gaspésie, de Fury. Et puis, il y a toujours des options d'hébergement. Si jamais, pour les personnes qui nous écoutent, ça peut paraître un peu limité. Ne vous prenez pas trop à la dernière minute, mais il y a toujours des options. Il y a toujours une place qui se libère. Donc, jusqu'ici, en tout cas, c'est notre 5e édition cet été. C'est jamais arrivé que quelqu'un ne trouve pas de logement pour le festival, mais c'est vrai qu'on espère que ça puisse contribuer à développer les infrastructures locales pour le tourisme notamment. Est-ce que les habitants de Marsouis accueillent les touristes? Est-ce que ça se voit, ça, ou pas? Il y a certaines personnes, oui, qui offrent, comme on dit, l'hébergement chez l'habitant, chez l'habitante, donc qui ont des chambres et qui ont envie d'accueillir soit des artistes de la programmation ou des publics de Fury et qui se disent « Ah, je vais avoir des conversations intéressantes, une rencontre chouette avec quelqu'un qui vient pour le festival, on aura peut-être des atomes crochus. » Il y a des gens qui offrent leur terrain pour du camping. Il y a toutes sortes de manières de faire la rencontre des personnes de la localité. Et puis, pour la programmation du festival, là, on peut aller en ligne? Oui, tout à fait. C'est furyfestival.com.
Il y a, dans le fond, une billetterie en ligne. C'est aussi possible d'acheter des billets une fois sur place. Et il y a énormément d'activités gratuites, plus d'une dizaine cette année. Donc, c'est possible, avec un petit budget, de venir voir plusieurs spectacles de danse contemporaine. Et il y a aussi des concerts, des activités participatives. Donc, c'est très accessible. Oui, alors une trentaine de spectacles, d'ateliers aussi, ça dure 3 jours. Donc, en fait, de tous les styles de danse, mais en fait, beaucoup de danse, quoi. Mais aussi, c'est intéressant parce qu'on dit de Marsouis, on a besoin de relève aussi, on a besoin de projets porteurs, évidemment. Puis, bon, même pour les écoles, on peut manquer de professeurs. On sait que ça, c'est toujours une problématique aussi en région. Enfin, bref, finalement, les gens sont curieux à Marsouis. Et puis, bon, on rappelle les dates, bien sûr, du festival, là, oui, avant de se quitter, du 25 au 28 juillet. Donc, ce festival Fury. Mais enfin, alors, c'est ça. Comme vous le disiez, on a besoin de relève en même temps. Oui, tout à fait. Puis je pense que chaque expérience positive fait un peu boule de neige. Les gens en parlent, puis le bouche à oreille nous a très bien servi jusqu'ici. Bon, c'est merveilleux. Écoutez, vraiment, des fois, on réalise pas, mais on sème des petites graines sans le savoir. Là. Vous vouliez simplement vous établir dans un endroit accueillant, sympathique, dans une localité où ça coûte pas trop cher, mais finalement, vous avez créé tout un mouvement. Alors, il y a eu une espèce de synergie entre vous et les gens de la municipalité, et puis ça fait ce que ça fait, là, finalement. Ça fait boule de neige. Tout à fait. Oui, et parlant, oui, de neige, oui, c'est ça. Les hivers sont assez rigoureux à Marsouis, quand même. Ah, absolument. Il faut avoir la couenne dure, comme on dit. C'est ça. Donc, il faut beaucoup danser. Tout à fait. Au plaisir. Ça m'a fait plaisir, Priscilla Guy. Merci. Au revoir. Et à Aime l'été, on accueille notre deuxième invité de la journée, François-Joseph Tastard, qui a créé les Saveurs du Bonheur. Bonjour, en fait, c'est François-Joseph. Oui, voilà, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, vous avez créé cette entreprise-là, mais on doit dire tout de suite que vous avez une légère déficience intellectuelle, c'est-à-dire vous avez une déficience intellectuelle légère et en fait, vous allez nous parler un petit peu de votre parcours parce que, évidemment, comme je le disais, moi, en introduction d'émission, je disais que trouver de l'emploi, c'est pas évident pour tout le monde, pour les jeunes. D'ailleurs, vous l'êtes vous-même, là, vous êtes à la fin de la vingtaine et trouver un emploi, surtout quand on a une déficience intellectuelle même légère, c'est pas évident. Alors, vous avez décidé, vous, de régler le problème en devenant entrepreneur. Oui, c'est ça. En fait, le but était que moi, en tout cas, j'étais tanné de toujours me faire renvoyer après un an. Là. C'était les compagnies avaient souvent des subventions, puis après un an, ils nous mettaient à la porte. Oui, c'est ça, le temps qu'ils aient la subvention, en fait, qu'ils aient l'aide du gouvernement là, pour ces programmes d'aide, oui. Oui. Et vous dites, je m'excuse, oui. Et vous disiez aussi que le travail qu'on vous donnait, c'était pas toujours intéressant. Vous faisiez toujours le même style d'emploi. Oui. Qu'est-ce qu'on vous faisait faire?
Souvent, on nous faisait faire du ménage, placer des trucs dans des étagères ou plier des vis ou plier du linge, tout le temps la même chose. C'est souvent dans des commerces au détail ou enfin, vous avez travaillé dans un magasin d'électronique, je crois, entre autres? Non. Oui, en fait, j'ai fait un stage dans une entreprise d'électronique, mais après un an, ils ne gardent pas, là. C'est ça, à cause des programmes qui prenaient fin, c'est-à-dire, Ouais. alors donc, on décidait de vous mettre à pied à ce moment-là. Et puis bon, alors vous faites référence, donc, plier du linge, ça devait, j'imagine, être dans des boutiques ou des choses comme ça. Oui. D'accord. Alors donc, ce sont des emplois qui ne sont pas nécessairement valorisants ou enfin, pas, du moins, ce que je veux dire, c'est que ce sont des emplois qui sont parfois temporaires ou encore, qui ne mènent pas nécessairement à une suite, dans votre parcours professionnel. Alors, c'est sûr que là, vous aviez envie, finalement, de développer, de bâtir quelque chose. Et là, cette entreprise-là, qui s'appelle Les Saveurs du Bonheur. C'est une entreprise qui était destinée à livrer de la nourriture végane. Oui. En partie, oui. Alors, ce qui fait que vous, est-ce que c'est parce que vous êtes vous-même végane? Non. En fait, c'est parce que c'est un projet qui a débuté au sein de notre école, qui était pour devenir éventuellement une entreprise. Mais mon prof, la personne mon prof, la personne qui a eu l'idée de nous aider pour partir le projet, c'est qu'elle, dans son parcours de vie, a eu un moment où elle a dû devenir végane pour sa santé. Ah, je vois. Puis on trouvait les produits intéressants. Fait qu'on s'est dit, on va continuer. Ah, donc, c'est comme ça que ça... est-ce que vous avez eu aussi accès à... Bon, si c'était par le biais de l'école, est-ce que vous avez eu accès à des ressources et des gens qui vous ont aidé à bâtir cette entreprise-là? Oui. À mon école, mon prof avait déjà des bases en entrepreneuriat. OK. Elle venait d'une famille assez qui ont fondé quelques entreprises. Fait qu'elle connaissait pas mal le milieu. Oui, c'est ça. Nathalie a une question pour vous. Saveurs du bonheur, on parle de produits. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des prêts à manger, prêts à emporter? Qu'est-ce que c'est? C'est des prêts à cuisiner. Prêts à cuisiner. OK, donc vous livrez, au fond, les ingrédients avec une recette, puis finalement, on peut juste faire l'assemblage ou en tout cas, du moins, cuisiner à partir des ingrédients et d'une recette. Oui, en fait, la recette est déjà faite dans un pot maçon. Il faut juste rajouter de l'eau. Ah, mon Dieu, c'est simple, c'est génial, ça. Ouais. Et puis, qui a développé, comment ça s'est fait, ça, le développement là, des recettes et tout? Qui a travaillé là-dessus? Est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi puis mes collègues. On était à peu près une dizaine. Puis on a choisi la formule, de quelle façon on allait placer les ingrédients pour que ce soit beau. Est-ce que les 10 ont tous une déficience intellectuelle ou... Non, c'est soit une déficience intellectuelle légère ou soit un trouble du spectre de l'autisme, ou les deux. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ça. Dans votre parcours, évidemment, ce qui a été compliqué, là, c'est en fait, quand vous étiez jeune, c'est pas évident de faire la différence entre quand les jeunes ont un trouble de l'apprentissage, ce que forcément les gens qui ont une déficience intellectuelle légère ont, mais en fait, c'est d'avoir un diagnostic comme tel et puis de faire la différence parce que, bon, c'est pas nécessairement quelqu'un qui... c'est pas tous les gens qui ont une déficience... c'est-à-dire, c'est pas tous les gens qui ont un trouble de l'apprentissage qui ont une déficience intellectuelle non plus. Alors, c'est ça, c'est vraiment... ça, c'était d'abord d'apprendre à fonctionner avec ce que vous étiez dans le fond. Oui, exact. Puis, C'est quoi la différence entre, si on veut situer les gens, la différence entre une déficience intellectuelle légère et un déficit de un trouble de l'apprentissage? Un trouble d'apprentissage, dans mon cas sévère, dans le fond, c'est que c'est surtout au niveau académique. Au niveau de la vie courante, les personnes n'ont pas de problème. Okay. Tandis qu'une déficience intellectuelle légère, ça l'affecte tous les aspects de la vie. Un peu plus cognitif, là. Et puis, oui. Ça l'affecte pas juste au niveau scolaire.
C'est ça. Donc, et puis alors, ça devient évidemment peut-être plus difficile d'exécuter certaines tâches aussi, par le fait même. Enfin, évidemment, ça, je pense que ça vaut la peine pour les gens d'aller, pour les gens qui s'intéressent à la chose, là, d'aller voir tout ce qui s'écrit là-dessus, là. Vous avez eu votre diagnostic quand même à 18 ans. Oui. Et tout le primaire et le secondaire, vous alliez dans une école spécialisée, n'est-ce pas? Au primaire, oui. Au secondaire, j'étais dans une classe spécialisée, dans une école régulière. OK. Donc, avec des jeunes qui avaient des troubles de l'apprentissage. Au primaire, oui. Au secondaire, pas nécessairement. C'était mélangé. Oui. Okay. J'ai des chiffres ici qui disent que, le revenu moyen, là, je ne peux pas vous dire à quel moment ça a été pris, ces statistiques, mais je sais qu'il y en a qui sont relativement récentes. Le revenu moyen des personnes en situation de handicap au pays, était de 27 300 $. Là, je vais faire un chiffron. Et pour les personnes qui vivent avec, une déficience intellectuelle, la moyenne, ça tombe pratiquement de moitié. Alors, imaginez, ça veut dire que c'est une difficulté de plus là, qu'on ajoute. Dans votre cas. Oui, oui. C'est ça. Alors, c'est sûr que là, évidemment, il y avait de nombreux défis. D'abord, trouver, j'imagine, un local. Imagine, c'est une entreprise, donc en bonne et due forme. Alors, c'est sûr. Là, elle est en pause, cette entreprise-là, parce que le problème, c'était qu'il faut, bien sûr, il faut quand même avoir un certain volume d'activité là, dans toute entreprise pour arriver à dégager assez d'argent pour payer les gens de façon correcte aussi, là, pour leur donner un bon salaire. Vous avez 10 employés, mais ce que vous voulez, là, c'est peut-être de relancer un peu la chose, là, de revoir tout ça. Oui, oui. Alors là, vous êtes en pause, mais vous travaillez quand même activement à la relance de votre entreprise. Oui, exact. On est avec ce qu'on appelle le réseau Coop qui nous aide à préparer notre plan d'affaires parce que vu que c'était un projet école, là, on veut que ça devienne autonome. Là, on est en processus de démarrage là, pour que ça devienne vraiment autonome. Là. Bon, parfait. Mais en tout cas, François-Joseph Tastar, vous êtes un exemple de détermination, assurément. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans toute votre entreprise, puis de relancer aussi votre entreprise, Les Saveurs du Bonheur. Est-ce que ça risque d'être encore dans le... En fait, ça va s'appeler comme ça aussi, si vous relancez l'entreprise? Pas de problème, oui, hein? Oui, okay. Le nom ne change pas, les produits ne changent pas. OK, alors c'est vraiment juste d'un repositionnement. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci. Au plaisir. Vous écoutez Aime l'été. Deuxième moitié d'heure, et puis on va parler de musique et de cerveau, d'apprentissage par la musique. On reçoit Jonathan Bolduc, professeur titulaire à l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors, écoutez, c'est ça, je vais vous voyer. Je sais, on se connaît, mais quand même, je ne serais pas capable de... Parce que vous êtes une sommité dans votre domaine et je ne pourrais pas vous dire... Je pourrais pas dire tu, c'est impossible. Alors, je règle ça tout de suite. C'est bon. Alors, oui, c'est ça. Vous êtes... évidemment, vous travaillez sur l'impact de la musique sur le développement cognitif, sur le cerveau, mais aussi sur l'apprentissage par la musique. La musique... d'abord, vous avez, vous travaillez, vous êtes un enseignant, même au primaire, hein, vous enseignez à l'université, bien sûr, mais même au primaire, vous êtes intéressé par la musique depuis combien de temps? Ça a toujours fait partie de votre vie? Oh, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse au sujet. Ça a commencé très tôt au début de ma carrière parce que j'ai rapidement vu avec mes élèves que les enfants qui avaient de la difficulté, souvent à l'école, avaient aussi des difficultés en musique et que la musique pouvait les aider à soutenir leur apprentissage. Ça développait leur mémoire, ça développait leur concentration. Puis je me suis beaucoup intéressé à savoir justement comment la musique pouvait soutenir les apprentissages des enfants. Donc, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à voir quelle place on pouvait faire à la musique à l'école et surtout comment on pouvait l'utiliser pour aider notamment les apprentissages en français ou en mathématiques. Oui, c'est ça, parce que c'est une façon aussi en même temps peut-être de capter leur attention davantage. Vous avez expérimenté tout ça? Ah, totalement.
c'est une façon qui est totalement innovatrice de voir comment la musique peut venir là, d'une certaine façon développer plein de capacités qu'on a besoin dans notre vie quotidienne, donc de travailler tout ce qui est en lien avec la concentration, les activités de travail, de développer aussi tout ce qui est en lien avec la mémoire, ses fonctions exécutives, être capable de s'organiser au quotidien, faire de la musique en bas âge, mais aussi à l'adolescence ou dans la vie adulte, ça donne des compétences qui sont essentielles à tous les humains qui profitent de cet art-là. Oui, d'ailleurs, on vous parlez de mémoire, mais qui ne se souvient pas de, par exemple, la musique qui est bien présente souvent dans nos vies et la mémoire, on se souvient souvent de où on était, à quel moment, la musique qui jouait. C'est fou, là, il y a vraiment un lien profond, là. Et d'ailleurs, vous êtes souvent appelé, par les médias, notamment pour commenter cette chose-là, l'importance de la musique sur le cerveau. Et puis, vous avez participé justement dans des documentaires et puis je pense à un très beau film aussi là puis ça m'a rappelé des souvenirs là, comme une vague qui a été produit par Jean-Marc Vallée, le cinéaste bien connu au Québec. Alors c'est ça, c'était un très beau film dans lequel on parlait aussi de la musique et le cerveau. Ben oui, on voyait aussi dans ce film-là, aussi dans toute la musique dans son apogée, autant auprès des nouveau-nés jusqu'aux personnes qui sont atteintes de démence d'Alzheimer, entre autres, de voir que la musique, c'est quelque chose qui progresse tout au long de la vie. C'est une activité, en fait, qui nous permet, en fait, de s'épanouir autant chez les très, très jeunes enfants. On sait faire de la musique avec les poupons, c'est une façon de développer le lien social, mais on sait aussi que de le travailler avec des personnes sont dans des situations plus de vulnérabilité, ça permet justement d'aller recréer des liens sociaux aussi avec eux. Donc, la musique, c'est une espèce de fil rouge qui nous conduit tout au long de la vie, mais qui nous permet justement de développer tellement d'habiletés, tellement de sensations, tellement de sentiments, qui fait en sorte que c'est vraiment un art qui est très puissant. La musique, c'est un vecteur de bonheur, mais aussi d'épanouissement et d'accomplissement. Oui, totalement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui jouent de la musique et qui, à travers la musique, vont chercher une forme de bonheur. Oui, et ça leur permet justement de s'épanouir. Moi, j'ai la chance de le vivre comme enseignant au primaire dans une école avec des élèves en situation de handicap. Okay. Ça leur permet aussi à ces enfants-là de faire jaillir tout leur potentiel. Hein. Mm-hmm. Souvent, ces enfants-là n'ont pas nécessairement la possibilité de participer à des activités sportives ou des activités autres. Faire de la musique, ça leur permet de s'exprimer, de faire reconnaître leur talent. Et c'est tellement un élément important sur l'estime de soi. Et la musique, ça vient vraiment rejoindre profondément ces enfants-là qui en ressentent vraiment, vraiment une très, très grande fierté. Oui, parce que vous êtes spécialiste en musique à l'École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Et puis, d'ailleurs, il y a eu de belles choses qui se sont réalisées à cette école. Et je pense la création d'instruments de glace. Oui, cette année, on a eu la chance avec ma collègue Christine Lavalière, qui est une musicienne éducatrice aussi formidable, avec qui on a créé un orchestre de glace inspiré de travaux qui ont été réalisés en Finlande. L'objectif, c'était de permettre à nos élèves qui ont des problèmes d'audition d'avoir un orchestre qui vient stimuler justement tous les aspects auditifs avec des sons cristallins, donc en collaboration avec le Carnaval de Québec et un organisme communautaire qui s'appelle UQ Atelier au Saguenay. On a fait à l'école, dans la cour d'école, un orchestre complètement composé d'instruments de glace, de xylophone, de djembé, d'instruments de percussion qui permettaient aux enfants de faire de la musique avec des instruments de glace et de développer leur potentiel. C'était unique au Québec et surtout pour ces élèves-là, c'était une façon aussi de démontrer qu'ils étaient capables de réaliser de grandes choses malgré des contraintes là, d'audition et de langage. Oui, c'est ça. Donc, c'était unique. Alors, j'imagine que l'expérience va se refaire, mais en fait, vous qui êtes appelé aussi à l'étranger, parce que ça, il faut le dire, hein, vous êtes un chercheur, donc on fait appel, bien sûr, à vous. D'ailleurs, vous allez partir là prochainement pour à peu près 1 an. Vous avez évidemment fait doctorat, post-doc et tout, et puis ça se poursuit alors du côté de l'Europe. Alors, j'imagine que toutes ces expériences-là aussi, vous allez les partager avec des collègues là-bas. Oui, totalement. Puis c'est une façon aussi d'aller mettre nos connaissances à jour, d'échanger nos savoirs, de participer justement au développement des connaissances. C'est une façon super importante. Vous savez, le domaine de la psychologie de la musique et l'éducation musicale, on est encore quand même au tout début du savoir là-dedans. Il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre sur le cerveau musical, notamment chez les jeunes enfants.
c'est le moyen le plus important, justement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre aussi comment la musique peut accompagner les enfants au quotidien. Donc, c'est un domaine totalement fascinant. Alors, vous allez avoir beaucoup de plaisir au cours de la prochaine année, j'imagine. J'espère que vous allez pouvoir profiter quand même aussi de l'Europe à travers tout ça, parce que vous allez en France, je pense, hein? Oui, totalement. Donc, j'espère bien en profiter aussi. Oui, bien sûr, avec la petite famille. Bien sûr, le travail, mais on essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Moi, je vous ai connu aussi dans le projet Mazam. Alors, on s'était rencontrés à la Fête de la musique de Tremblant. Vous avez une collaboration avec Angèle Dubois et son mari, là. Alors, puis qui ont participé aussi à ce projet-là. Justement, c'était très ludique, là. Oui, totalement. Mazam a été une application qui a eu beaucoup de succès. Mazam a été élue pendant les 3 dernières années comme meilleure application musicale pour la famille aux États-Unis. C'est une application qui vise notamment à éveiller les enfants à la musique classique, mais aussi à développer toutes les différentes compétences qui sont liées aux fonctions exécutives, dont être capable de développer la mémoire de travail, l'inhibition du comportement, l'attention chez les enfants. Donc, c'est une application qu'on retrouve sur toutes les plateformes où on peut télécharger, qui permet justement d'aller voir et surtout de travailler avec de la musique qui est unique et des enregistrements qui sont d'une très grande qualité. Ça vient du catalogue d'Analecta. Analecta, exactement, oui. Exactement. Donc, une application qui est très utile pour tous les parents, les grands-parents et les familles qui voudraient donner une initiation musicale, un éveil musical aux enfants qui sont âgés environ de 3 à 6 ans. Oui, puis on parle principalement de musique classique. Totalement. Avec on retrouve différents styles, en partant de la musique de Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Le but, c'est vraiment d'éveiller les enfants à différents styles musicaux, mais qui apprennent aussi à reconnaître plein d'éléments qui sont essentiels dans une culture musicale, les rythmes, les hauteurs de son, les timbres, les musiques consonantes, dissonantes. Donc, ça donne vraiment un très, très grand éventail de connaissances musicales aux enfants, mais d'une façon ludique par le jeu, essentiellement. C'est ça. Et donc, l'application est toujours disponible. Hein? Donc, les exercices les activités, les ateliers sont toujours là. Toujours disponible sur les plateformes, et c'est aussi offert dans le réseau des bibliothèques du Québec. Donc, merveilleux. Oui. Alors, évidemment, il y a plein d'autres projets sur lesquels vous travaillez, mais enfin, oui, mais Nathalie avait une autre question, je pense. Non, pas du tout. En fait, non, j'avais un commentaire parce que je sais que sur la chaîne Ami Télé. Oui, Martin Deschamps a une émission, justement, il rencontre des experts qui étudient l'impact de la musique sur le cerveau. Et oui, Jonathan était dans l'émission aussi. Exactement, c'est ça que je voulais mentionner. Allez voir ce documentaire-là sur la chaîne qui est disponible depuis le 26 juin. Oui, c'est très beau. Et puis, c'était tellement intéressant de faire ce reportage-là, de voir effectivement que ce qui m'a beaucoup touché dans ce reportage-là, c'est de voir que la musique, elle est partout, peu importe en fait la condition des personnes. Ça vient donner un message qui est très unificateur, de dire que peu importe qui on est, peu importe notre condition, la musique elle peut nous accompagner dans notre quotidien. Et Jonathan, vous dirigez le laboratoire Muse Alpha. Alors là, évidemment, c'est plus le chercheur, là. Puis après ça, vous allez vérifier sur le terrain en tant qu'enseignant, mais j'imagine. Mais donc, Muse Alpha, alors, qui parle des effets de la musique, bien sûr, sur le développement des enfants. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire? Plein de choses. Le laboratoire, ça vise essentiellement à mener des travaux qui visent à voir quel est l'impact de la musique à l'école. Donc, on s'intéresse généralement à des enfants d'âge préscolaire primaire, donc en classe à peu près de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et on étudie dans notre laboratoire quel est l'impact de la musique sur les apprentissages en français et notamment en mathématiques. On sait que faire de la musique, ça peut développer plein de compétences qui peuvent aller travailler justement sur la retention des mots, des formules mathématiques. La prémisse de ce laboratoire-là est venue d'un principe très simple. On a tous un peu, au cours de notre enfance, appris l'alphabet sur une mélodie. On a appris nos tables de multiplication sur des rythmes. Oui. Et on voulait justement mettre en perspective quel est l'impact de ces composantes musicales-là, de la mélodie, du rythme, du thème, comment ça peut influencer les apprentissages scolaires. Donc, le laboratoire a vraiment une dimension qui est très pédagogique, celle de vraiment démontrer l'utilisation de la musique en classe et comment elle peut soutenir, en fait, la réussite scolaire des élèves. En tout cas, chose certaine, vos recherches sont importantes. Alors, comme vous disiez, on est vraiment au début
des connaissances, mais en fait, ça se développe de plus en plus grâce à vous. Alors, vous êtes effectivement, je le rappelle, une sommité en la matière. Vous avez quand même un doctorat et post-doctorat en éducation musicale, encore une fois titulaire de la Chaire du Canada en musique et apprentissage. Et vous avez aussi eu des distinctions, là, notamment membre de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Alors, vraiment, et puis en 2022 aussi, au Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Alors, bravo, Jonathan. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on est une grande équipe. On est toute une grande communauté de chercheurs qui permet de faire évoluer la science en éducation musicale. Puis je pense que c'est juste un avantage pour tous les jeunes élèves et les adolescents dans nos écoles de valoriser la musique dans le système scolaire. C'est extrêmement important. Et bonne suite dans pour la suite des recherches, là, finalement, ce que vous allez faire dans la prochaine année en France. Alors, merci bien d'être venu nous en parler. Merci. Ça me fait plaisir. Je vous tiens au courant. Ben oui, on se tient au courant certain. Absolument. On veut tout savoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, je vous en prie. Pièce instrumentale de Martin Léon, ça s'appelle Les Atomes. Merci bien. Merci à toi, Mathieu Tessier. Alors, on va parler tout de suite, on va parler à Geneviève Legault du Village québécois d'Antances. En fait, c'est la directrice générale. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Alors, oui, je vais juste faire... c'est parce qu'on a reçu un invité et puis je voulais juste ajouter un petit quelque chose avec Nathalie. En fait, on l'a dit tantôt, mais j'invite les gens à aller voir la série. Il y a eu une série avant ce documentaire-là qui s'appelle La Clé des Chants. Il y a eu une série où ils rencontraient des gens qui vivent en situation de handicap et pour qui la musique a été salvatrice. Ouais. Et puis ensuite, là, ils ont produit un documentaire qui s'appelle La Clé des Chants. Où ils rencontrent justement les cerveaux, je le disais tantôt, ils rencontrent des spécialistes qui ont étudié justement, dont notre invité, Jonathan. Oui, sur donc, allez voir ça sur Ami sur Plus. Les effets sur le cerveau. Oui, voilà. exactement. Bon, on revient tout de suite à notre invité. Alors, bonjour Geneviève Legault. Nous, on aura de la musique d'antan. Enfin, on va faire un voyage dans le temps. Ce village québécois d'antan qu'on a tous connu, on est allé en sortie scolaire, c'était à Drummondville. Alors, on connaît évidemment l'endroit, mais là, vraiment, depuis l'an passé, on a revampé le tout. On commence, il y a des phases à ce projet-là, et puis c'est parti depuis l'an passé. Alors, parlez-nous-en de ce bel, ce partenariat avec Moment Factory.
Oui, ben en fait, nous, ça a commencé l'année dernière, mais il y a quand même une réflexion qui est là depuis 5 ans. Là, faut se le dire, là, ça germe depuis longtemps. Et le projet du village québécois d'antan, on est dans une phase là, de relance, de repositionnement, de réflexion, et on est dans notre phase 2. Donc, cet été, ce qu'on fait de nouveau, en fait, on a notre village de jour, notre village historique avec la mise en scène, une centaine de comédiens, tout ça est là. On passe dans notre tunnel du temps, on se retrouve en 1893. Ça, c'est le jour. OK. Mais là, le soir, ce qui est nouveau cet été, c'est qu'on passe le soir dans le tunnel du temps, mais il est déréglé. Ah. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce tunnel-là dérègle? Eh bien, c'est là toute la magie de Moment Factory et c'est la naissance du village parallèle. Ah. Donc, c'est tout nouveau, là. Est en train d'offrir nous, ben, ça nous permet d'élargir notre saison estivale. On sait qu'au Québec, là, ça passe très vite l'été. Donc, en effet. on veut maximiser nos achalandages. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment avec 2 expériences complètement distinctes cet été. Alors, c'est ça. Donc, Moment Factory, on connaît depuis 2001, plus de 500 productions, possède aujourd'hui des bureaux partout dans le monde, Montréal, Paris, Tokyo, etc. Et puis, bon, évidemment, on se souviendra en 2012, là, le Super Bowl avec Madonna. Alors, ils ont présenté, évidemment, c'était eux qui s'occupaient de la scénographie et tout. Alors, c'est vraiment, vous êtes en affaires avec ces gens-là pour relancer, oui, le village d'antan. C'est ça, exactement. Puis, alors, cette machine à voyager dans le temps, de nouveaux personnages, des décors, évidemment des activités ludiques aussi. Alors vraiment, c'est un retour au 19e siècle, mais avec des moyens du 21e siècle. Oui, tout à fait. Puis Moment Factory, oui, il y a de la technologie, mais c'est avant la technologie, c'est de la création. Donc, les gens, le soir, vont voir toute cette magie-là opérer. Dès qu'on entre, là, nous, ce qu'on a, c'est une soirée immersive. Donc, le village parallèle, c'est des univers qui vont être décalés. Donc, des brèches dans le temps, l'histoire va se transformer, se déformer, se basculer. Donc, c'est très particulier, très unique. Puis quand on dit là, une soirée immersive, c'est qu'on invite les gens, oui, il y a des projections, on va avoir des projections sur l'église, mais on invite les gens à participer. Donc, il y a certains lieux, exemple, Claire Laflamme, qui est notre lampiste. Donc, les gens peuvent aller voir ça. On peut participer à ces lieux. Donc, c'est vraiment immersif. Puis, on veut que les gens déambulent le soir. Donc, on a peaufiné notre offre nourriture. Oui, on peut prendre une bouchée puis prendre un petit verre tout en déambulant comme ça. Donc, c'est une belle soirée d'été, là. On veut prendre ça. Donc, on a installé des gros foyers extérieurs aussi. Donc, c'est très agréable. Puis, vous parliez des personnages. Ben, justement, il faut quand même les mentionner. La lampiste Claire Laflamme. Oui, alors, et ses lampes à l'huile là, qui s'animent joyeusement. Le photographe Paul Harold. Oui. Faire un jeu de mots, bien sûr. Et oui, alors, on a aussi le patenteux Léonard de Brinty. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une teinte d'humour. Oui, les Québécois, on adore l'humour. Moi, j'adore l'humour. Aussi. Donc, on est allé dans cet univers-là, mais c'est unique dans le sens où, oui, on a des éclairages, on a des projections, il y a des sonores qui sont là, mais c'est surtout unique dans le mélange de ce qu'on peut vivre, justement, là. Donc, on peut déambuler, on peut revenir voir une animation. Donc, on n'est pas... Le visiteur n'est pas dans un parcours où il doit avancer. On peut vraiment retourner, prendre la rue à gauche, la rue à droite. Donc, c'est très déambulatoire comme expérience. Ouais. L'éclairage et les projections, pour être en mesure de les voir, j'imagine qu'il faut attendre la noirceur totale. Oui, c'est là où on est à 21h30. C'est ça, c'est ça. Pour vrai, oui. De là, la raison d'aller prendre un verre. De là, la raison de prendre un verre avant. Oui. Ben, vous avez renouvelé, c'est ça, l'offre alimentaire aussi. Tout est bien fait en ce sens. Mais ça veut dire que quand on décide d'aller au village québécois d'antan maintenant, on peut y consacrer, juste pour la visite comme telle le jour. On peut prendre 3 heures, mais on peut prendre la journée entière aussi. Oui, tout à fait. Là, il y en a beaucoup même pour la journée. L'expérience de jour, on prend l'exemple d'une famille qui vient, il y a le site au complet du village, mais on a également une ferme, on a une bassine, donc il y en a vraiment amplement pour eux. On peut se rafraîchir, oui.
Oui, tout à fait, parce qu'on le sait, il fait chaud, puis on n'a pas fini d'avoir chaud au Québec. Donc, on a quand même une bassine, des jeux d'eau pour rafraîchir les gens. On a développé des limonades d'époque avec des saveurs, d'époque avec le constant. Donc, tout ça, là, toutes ces petites finesses-là qu'on a besoin au Québec, puis qu'on aime manger, on aime passer des belles soirées. Donc, on a pensé à ça pour nos visiteurs cette année. Non, c'est ça. Puis il y avait, bon, le magasin général, la baignerie du village, la crèmerie, la fromagerie, la boulangerie, la boutique souvenir, forcément. Mais en fait, tout ça, alors c'est effectivement, c'est une expérience qu'on a renouvelée, mais c'est sûr qu'on peut, c'est ça, y passer vraiment toute la journée. L'an passé, là, vous aviez quand même déjà fait passablement de choses. Déjà installé, je pense, des vieux téléphones aussi un peu partout. Oui, il y a eu des animations, des maisons merveilleuses, comme on les appelle avec Moment Factory. Donc, il y a des maisons sur le site de Jo qui ont quand même une intégration active technologique. On a ces cartes-là Ring. Donc, ils peuvent, les gens peuvent répondre, puis il y a vraiment une opératrice là, qui peut vous dire des choses où aller sur le site. Donc, on a vraiment ajouté ça l'année passée. Très chanceux parce que, si on se souvient, l'année passée, là, c'était un été catastrophique au niveau touristique. Là, il y a plu énormément, il a fait chaud, mais le village a connu une très bonne hausse touristique malgré tout ça. Donc là, nous, on est très contents. C'est des investissements qu'on fait. Comme je disais, là, on est à la phase 2, donc on a encore l'an prochain des investissements dans ce projet-là, d'autres nouveautés qui vont avoir lieu. Donc, on est très satisfaits là, jusqu'à date. Oui, bien c'est ça. Donc, c'est vraiment, déjà, on avait quand même une espèce d'engouement ici au Québec, là, d'ailleurs, nos séries québécoises qui nous ramènent à l'époque du 19e siècle, on aime ça, on les connaît bien, nos séries québécoises, là. On pense à Séraphin, on pense à bien d'autres séries aussi. Alors, bien sûr vous avez eu l'occasion, évidemment, de rafraîchir tout ça, de donner un nouvel élan encore plus moderne, entre guillemets, dans le sens, au niveau des moyens, là. Alors, c'est un investissement qui va, j'imagine, être payant pour le tourisme au Québec. Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, oui, c'est un investissement, mais il y a des retombées économiques après dans la région. Donc, c'est quand même notable, rendu à 250 employés là, permanents et saisonniers. Donc, pour le Centre du Québec, c'est on forme des gens, on forme des jeunes comédiens, on laisse une trace dans de plusieurs personnes depuis plusieurs années. Mais là, 250, là, c'est jamais atteint pour nous à date, là. Ouais. J'ai une question qui peut vous paraître étrange. On a remarqué une nouvelle tendance, autant dans les cinéparcs, les cinémas, les festivals, les gens se costument pour... Est-ce que les gens... Sinon, ça peut être une belle suggestion. Est-ce que les gens se costument pour aller chez vous? Ben non, mais effectivement, ça peut être une très, très belle suggestion. Oui, on vous lance l'idée, là. Oui, tout à fait. Il y en a qui viennent avec leurs enfants. Et on a un shooting photo d'époque, là. Okay. Mais ça, c'est vraiment une initiative des gens. On voit des lieux Instagrammables au village de plus en plus, là. Mais oui. Mais c'est ça, c'est comme une nouvelle tendance. Ouais, c'est une nouvelle tendance pour les gens, les jeunes, même les jeunes adultes se costument pour aller assister à des spectacles, des festivals. Je me disais que ça serait peut-être le fun chez vous. Ça s'y porte. Oui, mais tout à fait. C'est une excellente idée. Pourquoi pas jouer le jeu jusqu'au bout, se prendre pour Émilie Bordelot? Toutes les occasions sont bonnes pour se costumer. Oui, c'est ça. On va chercher, comment s'appelait-il, là, son Émilie, puis son Ovila. Son Ovila, oui, c'est ça. Donc, on peut s'habiller en Émilie Bordelot et Ovila, oui, exactement. Mais en fait, puis il y a toute une mise en scène parce que, bien sûr, qu'il y a des personnages qui déambulent. Là. On peut voir aussi la commère du village ou enfin, on peut assister à l'élection d'un maire là, pour le village aussi, entre autres. Oui, tout à fait. Ça, c'est nouveau depuis l'an passé. On a vraiment un metteur en scène. Cette année, c'est Benoît Laroche. Il y a toute une mise en scène, un directeur musical. Donc, on a des musiciens. Et la mise en scène, c'est on élit un maire au village. Donc, c'est tout fait en fonction on a un directeur d'authenticité qui s'assure que la trame historique fonctionne très bien.
Il y a un contexte historique, mais c'est à une façon très humoristique, très ludique, très estivale aussi. Donc, c'est à plusieurs endroits sur le site. Les centaines de comédiens vont élire le maire, vont vouloir voter pour un candidat plutôt qu'on autre. On a les visiteurs à participer à ce vote-là. Donc, ça se fait de manière participative aussi dans le jour. Bon, parfait. Alors, c'est ouvert à partir de quelle heure? C'est déjà ouvert. Le jour, on est ouvert du mercredi au dimanche. Oui, puis à quelle heure ça commence le matin? À partir de 10 heures. Ouais. Et pour le village parallèle, c'est du mercredi au samedi à partir de 21h30. Bon, alors on suit la direction Village québécois d'antan, alors facile à trouver. En tout cas, oui. Pas compliqué. Et puis, vraiment, ça a été un bonheur de découvrir toutes les nouvelles, la nouvelle formule, en fait. Puis, les prochaines phases, là, ce qui s'en vient? En fait, la phase 3 qu'on appelle, c'est notre phase gourmande. Ah, c'est ça, d'accord. Oui, on aime ça, les Québécois, manger des bonnes choses. On a plein de bons producteurs locaux. Donc, c'est ça notre phase 3. D'accord. Donc, ça va être de réunir, évidemment, vous avez réuni tous les intervenants, j'imagine, de la région, impliquer les gens aussi de la communauté. Mais en tout cas, chose certaine. Et l'accessibilité pour votre site, pour les gens en situation de handicap? Les rues sont ensemble, donc nous, on loue des quadriporteurs pour les personnes, là, que ça soit facile accessible et ça se fait très, très bien. Là. Bon, parfait. Bon, alors, le Village québécois d'antan, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça a été que du bonheur. Alors, merci à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, ça a été un plaisir. Donc, Geneviève Legault, directrice générale du Village québécois d'antan, québécois, enfin, j'ai dit ça à l'envers, là, c'est pas grave. De toute façon, c'est la fin, la finale. On a quelques secondes pour se dire au revoir. Au revoir. À demain. À demain. On se retrouve entre midi et 13h à Aime l'été. Bon après-midi à vous tous.